Hola, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et ce que je suis, c'est une francophone barbare. Je le raconte tout le temps quand je parle de ma francophonie, c'est que mon français est rempli de barbarisme. Je suis angolaise, je suis luso-angolaise, mais je suis angolaise depuis bien plus longtemps. Ma personne, mon individualité a été façonnée en tant que femme angolaise, pas forcément en tant que femme portugaise. Donc, je suis une angolaise, ma langue maternelle est le portugais, et ça s'entend parfois, euh, même souvent, quand je suis en train de parler en français. Surtout qu'il y a énormément d'expressions que j'adore en portugais, donc j'essaie toujours de trouver, de les traduire littéralement alors que ça n'a aucun sens, mais j'aime les expressions, je les adore les expressions, donc j'en mets partout. Donc surtout les expressions très colorées comme dire c'est un eau de morue. Oui, les Portugais aiment vraiment la morue, au point d'avoir des expressions avec de la morue. Eau de morue, ça veut dire que c'est aux oubliés, en fait. Euh, mais le truc, c'est que le portugais est ma langue maternelle. Et je peux avoir des lusitanismes quand je parle en français, mais je n'ai jamais été éduquée à la portugaise ou à l'angolaise. Je n'ai jamais été à l'école portugaise. Je n'ai jamais... Avant mes 10 ans, je n'avais jamais appris à parler, à écrire, à lire portugais. Le portugais que j'avais était le portugais que je parlais avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et basta. J'ai appris à écrire. J'ai appris à écrire et à lire portugais toute seule. Ma famille avait, on m'avait offert des livres et j'essayais de les déchiffrer avec l'orthographe, la grammaire, la conjugaison française, et j'essayais de déchiffrer comment on prononce tel ou tel mot en portugais. Et c'est quelque chose de très particulier parce que en portugais on a le son R et en français on ne l'a pas. Donc je ne savais pas comment faire la différence entre le son R et le son R. Par exemple, voiture en portugais est carro. C'est C-A-R-R-O. Donc en portugais, on a besoin de deux R pour le son R. Si on enlève un R, c'est caro. Et caro, ça veut dire cher. Ça veut dire que il faut payer de l'argent, donc cher. Et donc, il fallait que je devine dans le contexte quelles étaient les subtilités de la langue portugaise, alors que c'est ma langue maternelle. La première fois que j'ai eu un cours de portugais, j'étais au CM2. J'avais 10 ans et on venait d'arriver au Portugal. Parce que, bien sûr, à Cuba, on n'allait pas avoir des cours de portugais, ça ne ferait aucun sens. Mais en Angola, à l'école française, on n'avait pas des cours de portugais. Maintenant, oui. Mais à mon époque, on n'avait pas. Du genre, comment se fait qu'on n'avait pas? La première fois que j'ai eu des cours de portugais comme pour apprendre à écrire portugais, j'avais déjà 10 ans. J'avais déjà tous les défauts de mon mauvais apprentissage. J'avais déjà tous les défauts inculqués dans ma tête. En plus, non seulement j'apprends un faux truc, et ce faux truc s'imprime dans mon français. J'ai fait toute ma scolarité en français. Mais mon français, c'est un français d'heure ouvrable. D'heure ouvrable. Du genre de 8h à 17h, du lundi au vendredi, et le soir, le week-end, les congés, les vacances, on oublie. On quitte l'école, on oublie totalement l'usage de français. Et donc, je dis souvent que pendant longtemps, j'ai été embarrassée par le fait que mon français n'était pas parfait. J'étais embarrassée par le fait que je ne parlais pas comme une native. Je ne comprenais pas pourquoi, alors que j'ai fait toute ma scolarité en français, je ne comprenais pas pourquoi je ne parlais pas aussi bien. Et je n'en avais pas conscience jusqu'à ce que j'arrive en première
Et ma prof de français, qui était aussi ma prof principale, elle veuille voir mon père pour une réunion de parents-prof. Mon père qui n'a jamais assisté à une seule réunion parents-élèves, parents-prof de sa vie, mais jamais de son existence. Il est arrivé au lycée, on était en Afrique du Sud. J'avais donc 16 ans, 17 ans. Non, 17 ans? Ouais, j'avais 17-18 ans. Et donc, ma prof dit à mon père, écoutez, Joanne a des problèmes de français, elle écrit mal. Et le choc, les gens. Et à l'époque, j'écrivais déjà, donc j'adorais écrire. Et mon père, il a regardé ma prof et dit, mais comment ça? Il écrit mal. Du genre, j'en ai tout le temps en train d'écrire. Et j'ai eu honte. J'ai eu honte. Et au fait, ce n'est pas juste, c'est pas une question que Joanne écrit mal. C'est que Joanne a des problèmes de syntaxe. Et écrire mal, du genre pour moi, écrire mal, c'était faire des fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Quoique grammaire et syntaxe, c'est faire des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison, etc. Alors que j'ai toujours été bonne en orthographe, j'ai toujours été bonne en conjugaison, j'ai toujours eu 10 sur 10 en dictée. J'ai toujours, du genre, le français avait été une de mes matières préférées, jusqu'à ce que ça ne soit plus. Et j'écrivais bien, mais j'écrivais bien quand on me disait les mots, en fait. Quand je devais penser moi les mots, eh ben, ça partait en cacahuète. Et ça, je m'en étais pas aperçue, je n'en avais pas forcément conscience. Et qu'elle le dise comme ça, qu'elle le dise à mon père, et mon père qui n'a jamais participé à une réunion de sa vie, et que c'est la première chose qu'on lui dise à propos de moi. Donc j'avais doublement honte. J'avais honte parce que j'étais discrète comme élève, mais quand même je n'étais pas si mauvaise que ça, quoi. Et l'autre côté, c'est qu'elle a dit à mon père, genre elle ne pouvait pas me dire à moi. Donc si elle me disait uniquement à moi, j'allais dire à personne. Mais elle a dit à mon père. Et voilà. Et j'ai eu du mal. Et je pense que à partir de ce moment-là, j'ai gardé le complexe. J'ai gardé une sorte de complexe dans le fait déjà que je ne parlais pas beaucoup. Oui, je suis bavarde, mais déjà que je ne parlais pas beaucoup, que j'étais très discrète, que je ne me montrais pas, que je n'ai jamais levé la main, quasiment jamais levé la main en cours, etc. Déjà que je ne participais pas, je me faisais encore plus discrète et donc non, j'ai développé ce complexe-là et à une sorte d'énervement envers moi-même, du genre comment ça se fait, du genre là j'avais 17-18 ans, comment ça se fait qu'en 14 ans dans un établissement français j'étais incapable de parler français, j'étais incapable d'écrire en français, mais c'est quoi ce job? En plus j'étais elle, mais bon j'étais elle par défaut, hein. J'étais une littéraire par défaut parce que c'était soit ça, soit ES, soit S et ni l'un ni l'autre, donc pendant longtemps j'ai traîné avec moi cette honte, cet embarras, ce complexe du fait que peu importe le nombre d'années que j'ai passé sous la bannière française de l'éducation nationale, j'étais incapable de parler français. Et je n'ai pas cherché à aller plus loin du pourquoi. Je ne suis pas allée plus loin pour chercher à comprendre pourquoi j'avais ces problèmes-là. Pour moi, je n'aurais pas dû les avoir. Un point, c'est tout. Et puis un jour, beaucoup plus récemment, je me suis arrêtée et j'ai fait, mais Joanne, donne-toi de la grâce, au fait. Et là, je viens de l'entendre, c'est un pur anglicisme. Normalement, je n'entends pas mes barbarismes.
J'ai une vague idée que c'est un barbarisme, ou alors que si je suis en train d'hésiter, je dis c'est peut-être pas ça, mais là c'est la première fois que j'entends mon propre barbarisme. La lumière de mon ring light s'est éteinte, mais donc c'est la première fois que j'entends le barbarisme dès qu'il sort de ma bouche. Donc je devais me donner de la grâce, ça c'est du pur anglicisme. C'est je devrais pas forcément me pardonner, mais arrêter d'autant me prendre la tête avec ça, parce que mon français, c'est un français de jour ouvrable. C'est un français que je ne parlais pas au-delà des heures d'école. Et jusqu'à mes 19 ans, je n'avais jamais vécu dans un pays francophone. Jamais. Il a fallu que j'ai 19 ans, que j'arrive en France pour faire mes études à Montpellier, pour être enfin, genre sortir dans la rue et entendre français tout le temps. Jusque-là, j'ai vécu dans un pays hispanique, j'ai vécu dans des pays anglophones, et encore en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. J'ai vécu dans des pays lusophones. Donc le français, dans la rue, j'avais quand on allait en vacances en Belgique, mais c'était une fois tous les 2-3 ans, pendant une semaine ou quelque chose comme ça, le reste du temps on était au Portugal. Donc je n'avais pas cette immersion au français. Je ne l'avais pas. Et c'était très tard qu'en Angola, on a eu accès à TV5, à RFI, CFI et tout ça. Donc non, j'étais pas immergée dans le français, en français. Je ne baignais pas dans la langue. Dans mon quotidien, sauf lorsque je vivais en Angola ou au Portugal, dans mon quotidien, j'étais entourée constamment de 3 langues différentes. Quotidiennement. Quotidiennement. Comment dans ces conditions-là, alors que quand on rentre à la maison, il n'y a personne qui parle français ou personne qui met le français en avant, il n'y a pas d'émission française, il n'y a pas de télé française, il n'y a pas de chansons françaises, il y a tout ce qui est français est restreint à l'école. Donc comment moi, je voulais à vous parler le français d'une personne native. Et donc ça, c'était une réflexion que je me suis faite il y a quelques années. Et encore il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est encore plus récent encore, je me suis rendu compte que non, mon français n'est pas que barbare. Mon français n'est pas que barbarisme. Parce que mon français est en réalité une mosaïque. Mon français est une mosaïque de toutes les personnes avec qui j'ai communiqué, avec toutes les personnes avec qui j'ai échangé. Et toutes ces personnes francophones venaient de tous les coins du monde. Et ce n'était pas juste une question de nationalité, parce que j'ai beaucoup grandi avec des Congolais, des Ivoiriens, des Maliens. Donc, ils arrivent tous avec leurs idiomatismes, avec leurs expressions super colorées, avec leurs intonations, avec leurs accents, avec leur façon de parler imagée. Et non seulement ça, il y a chacun qui vient avec sa région. Et par exemple, pour les profs, les professeurs qui enseignent, les professeurs français qui enseignent dans les établissements français de l'étranger, ce sont des expats. Donc, ils peuvent venir d'une région. Par exemple, je suis en Normandie, on va dire. On a une prof qui est normande, mais elle a vécu en Guyane, elle a vécu à Singapour, elle a vécu en Australie, elle a vécu au Sénégal, elle a vécu en Finlande. Et quand elle arrive à l'endroit T, c'est le temps T. Anyways, par exemple, elle débarque en Angola avec tout ce bagage. Donc, son français natif à elle, lui aussi était enrichi par la vie qu'elle a vécue, par les pays qu'elle a visités, par toutes ses expériences. Donc, la prof qui est partie en Guyane, qui est partie en Nouvelle-Calédonie, qui est partie en Martinique, en Guadeloupe,
à Tahiti, elle va revenir avec un accent qui n'est pas son accent d'origine. Il va venir avec des expressions qui ne sont pas leur expression d'origine. Je me souviens, par exemple, toujours ma prof de français de première, donc qui a eu la réunion avec mon père. Elle avait vécu en Guyane, elle avait connu la Guadeloupe et la Martinique. Et quand on a eu un événement littéraire au lycée où on devait lire des livres d'écrivains francophones, et ensuite ces écrivains étaient allés au lycée pour qu'on discute de leurs livres, pour qu'on discute de leur travail. Il y avait Sylvie Germain, Amadou Kourouma, Nancy Houston, il y a eu Marie Scondé, et je suis tombée sur la table de Marie Scondé, et encore une fois on était en train de parler de langue, etc. Et tout d'un coup arrive ma prof. Et il dit, ah oui, mais ça m'a paru étrange parce que dans tel ou tel passage de ce livre-là, il y a eu cette expression, alors que j'ai vécu en Guadeloupe, j'ai vécu en Martinique, j'ai vécu en Guyane, et on ne disait pas ça, etc. Et Marie Scondé s'est tournée vers ma prof et lui a dit, oui, mais madame, la langue est vivante, elle bouge, elle vit. Donc, ce qui était vrai à votre époque ne l'est plus maintenant, et vice-versa. Et ma prof a fait un. Et moi à côté, parce que j'avais déjà vécu le truc de la Réunion, moi à côté j'étais là. Ok, Madame Maryse, your power. Donc à ce moment-là, Marie Scondé est devenue ma super héroïne, quoi. Et oui, la langue est vivante, la langue bouge, et tous les gens avec qui j'ai grandi, parce qu'il y a eu tous ces profs-là, les profs des écoles françaises de l'étranger ont fait le tour du monde. Donc, ils n'ont plus forcément leur français d'origine. Ils ont adapté des français, des expressions des endroits où ils allaient. Pas forcément des expressions étrangères, mais par exemple pour les Nouvelle-Calédonie, les Tahiti, les Antilles, la Guyane, etc., 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 ils ont tous récupéré quelque chose. Donc, peu importe si je baignais dans le français quotidien, 24 heures sur 24, mes professeurs, eux, n'allaient pas me transmettre un français d'un seul endroit. Donc, le français que j'ai appris était déjà un français mosaïque. Mais ça, je n'en avais pas conscience. J'étais tellement perdue dans ce côté dans mon complexe, dans ce côté Joanne écrit mal. Mais comment ça, Joanne écrit mal? Ça fait des années, genre, elle a toujours été dans un établissement français, du genre, c'est quoi, du genre, elle peut pas être aussi bête que ça, cet enfant. Et mon français est barbare. J'assume. Et j'assume que c'est pas juste mon français qui est barbare. C'est mon portugais qui est barbare. C'est mon anglais qui est barbare. Et mon espagnol, je l'ai perdu depuis un moment. Mais il est barbare, mais c'est surtout une mosaïque. Une mosaïque des personnes que j'ai croisées, une mosaïque des personnes avec qui j'ai discuté, une mosaïque des vies que j'ai vécues. Et il se peut que lorsque je suis en train de parler, j'utilise une expression d'une région, après un mot d'une autre région, et etc. Parce que je n'ai aucune idée d'où se trouve quoi. Si c'est français, si tu me comprends, je vais l'utiliser. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait une différence de région entre carafe d'eau et pichet d'eau. Pour moi, c'est kiff pareil, quoi. Du genre, je ne sais pas faire la différence, je ne sais pas qui est au nord, qui est au sud, je n'en ai aucune idée.
C'est juste que je vais souvent dire carafe d'eau, mais je ne sais pas si c'est carafe d'eau que je dois dire à Paris, ou si c'est carafe d'eau que je dois dire à Montpellier, ou si ça aurait dû être pêché. Je n'en ai aucune idée. Je sais juste que pour pain au chocolat et chocolatine, etc., là, je sais. Mais par exemple, je ne savais pas que le mot chocolatine existait jusqu'à mes 19 ans. Il avait encore, je crois que j'avais déjà la vingtaine la première fois où j'ai lu le mot chocolatine. Et pourtant, j'avais tout plein de profs qui venaient du sud de la France, qui venaient de Pau, qui venaient de Montpellier, qui venaient de Perpignan, qui venaient d'où encore? Du Pays Basque. Bon, ma géographie en plus. Donc, je ne sais pas à quel endroit. En fait, j'ai une idée à quel endroit on va dire chocolatine, mais en entrant dans une boulangerie, je vais me fier à ce qui est marqué. Les genre, moi, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là, n'est-ce pas? Mais voilà, à part chocolatine, tous les mots que je parle, tous les mots que je prononce, je n'ai aucune idée s'ils ont des origines, si ce sont des régionalismes ou pas. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis une éponge. Je récupère tous les mots qui résonnent en moi. Je récupère toutes les expressions. Je récupère tout ça. Et après, quand je parle en français, on va dire, ah mais, Johan, ton français, il vient d'où? Je ne sais pas. Il vient de partout et de nulle part. Donc, mon français est barbare. Et je l'assume. Aujourd'hui, je l'assume pleinement, complètement. Je n'en ai aucune honte parce que le français que je parle est la somme de mes expériences. C'est la somme des personnes avec qui j'ai échangé dans toute mon existence. Ce sont 40 ans. Non, je n'ai pas 40 ans, maintenant j'ai 42. Flûte alors. Ce sont 42 ans d'échanges, d'enrichissement, de partage. Ce sont 42 ans d'être une éponge. Je me souviens, j'étais à Montpellier, j'étais encore étudiante à Montpellier, j'avais tout plein d'amis. Et une partie des amis que j'avais à Montpellier, c'était des amis qui étaient venus aussi d'Afrique du Sud. Ils étaient ivoiriens, congolais, rwandais. Et je me souviens, et les personnes que j'ai rencontrées à la fac à Montpellier étaient antillaises, Nouvelle-Calédonie. Donc, je me souviens, on allait au Taxi Bros pour celle pour qui connaissait Montpellier d'il y a 20 ans. On allait au Taxi Bros, qui était une boîte de nuit en Asie du Zouk. Et il y avait un bus qui nous ramenait qui nous conduisait de la gare de Montpellier au Taxi Bros qui était à la plage. Et j'étais au téléphone avec une de mes amies qui était venue d'Afrique du Sud et qui était ivoirienne. Donc j'étais au téléphone avec elle. Et ce que je ne m'en rends pas forcément compte parce que c'est un réflexe automatique, je prends l'accent plus fort dans la conversation. Je mime l'accent qui est l'accent dominant. Donc mon accent à moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt neutre. Genre c'est du tofu mon accent. Et donc je prends l'accent des gens qui parlent avec moi. Si c'est un accent fort, alors genre si c'est un Québécois qui parle devant moi, je suis sûre que au bout d'une heure, mon français, mes intonations partiront du même côté. Donc j'étais en train de parler au téléphone avec cette amie ivoirienne. Je raccroche, à côté de moi il y a un ami qui est angolais et il y avait 2-3 amis qui me regardaient et ils étaient là. Moi j'étais là, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cet accent? Mais moi, quel accent? Mais genre, on dirait que tu étais une Ivoirienne. Comme si tu étais une Ivoirienne, moi. Ah bon? Parce que je me rends pas compte, mon accent est du tofu. Et cette idée de mon accent est du tofu, je viens de la monter là tout de suite, maintenant, en direct live. Donc, je m'imprègne
de tout ce qui m'entoure. Je m'en imprègne, je suis une véritable éponge et après je régurgite. C'est sexy comme image, mais voilà. Donc, si c'est quelqu'un avec un accent plus fort que le mien, mon automatisme, est totalement inconscient, va être d'essayer de l'accompagner. Alors, si c'est un Brésilien, avec les Brésiliens, je sais ce que, comme on dit en portugais, je sais ce que la maison dépense. Donc, je sais ce que ça va être. Donc, j'essaye consciemment de contrôler que mon accent avec les Brésiliens, mais ça part. Donc, je prends. Donc, si jamais vous entendez des choses qui vous sonnent bizarres, mais vous avez compris le sens, pour moi, c'est bon, c'est une victoire. Voilà. Du genre, tant que vous comprenez ce que je dis, tant que vous sachez, tant qu'on est sur la même longueur d'onde, ça ne m'embête plus de savoir qui que quoi. Du genre, est-ce que mon français est barbare? Oui, il est barbare. Est-ce qu'on me comprend? Normalement, on me comprend. Donc, ça ne m'embarrasse plus. Ça ne me chagrine plus. Ça ne m'empêche plus de communiquer. D'ailleurs que mon job est de communiquer, donc forcément quand je commence un webinaire et il y a surtout des participantes qui ne savent qui je suis, qui ne savent pas qui je suis, qui ne me connaissent ni l'aide ni Adam, et je commence à écouter. Je ne suis pas française d'origine, donc je fais des barbarismes, deal with it. Ah, j'assume pleinement, je n'en ai aucune honte, mais je ne remercie pas ce côté Joanne écrit mal. Voilà. Voilà. De toute façon, Joanne qui écrit mal, elle a écrit 69 livres et le 28e livre est paru en août, Réconciliation. Il est disponible en papier, numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, Google, Apple. Là, vous achetez vos affaires, il est là. C'est une belle revanche quand même, non? Je suis Joanne Van Haff, lectrice, autrice, éditrice de romance, et c'était un épisode sur mon français, mosaïque.